Bienvenue dans Petites Étincelles. J'accueille aujourd'hui un artiste brillant qui est une fierté nationale. Comédien, humoriste, animateur radio, écrivain, la liste est longue. Diplômé également de la prestigieuse École de Solvay et de l'université en journalisme, il a toujours de jolies chaussures et un œil gauche plus coquin. Vous l'aurez tous reconnu, mon étincelle aujourd'hui est Alex Vizorek. Bonjour. Bonjour Valérie Cornelis. On dirait que je te connais bien. C'est pas impossible que moi aussi je t'ai déjà vu quelque part. Est-ce qu'on n'aurait pas travaillé ensemble ? Je pense. Alors, déjà, il y a de l'arnaque dans l'air avec ton nom. Oui. Quel est ton vrai nom ? Alors, mon vrai nom, c'est Alexandre Wieczorek Freuthoff. Alors, Alexandre, on l'a simplifié en Alex. Ça, les gens n'en voudront pas. Beaucoup de gens m'appelaient déjà Alex avant. Wieczorek, en polonais, c'est des W, des CK, des CZ, donc je l'ai simplifié en Vizorek. Freuthoff, c'est le nom de ma maman. Et quand je suis né, il y avait une loi en Belgique, si on naissait hors mariage, mes parents étaient ensemble pourtant depuis, je crois, une dizaine d'années, mais pas mariés, la maman devait adopter son enfant, et donc il y avait le choix de lui donner un ou deux noms. Et donc ils se sont dit, on va lui donner les deux. Donc voilà, beaucoup de consonnes et de voyelles sont présentes dans mon nom, et donc il fallait un petit peu le simplifier. Coup de bol, j'ai bien choisi, mais c'était une époque où les réseaux étaient quand même un tout petit peu moins présents. Mais il n'y a qu'un seul Vizorek, donc sur Google, ça se trouve assez facilement. Donc voilà, je suis assez content. Tu as des frères et sœurs ? J'ai une sœur, madame. Alors, enfant, comment étais-tu ? Je crois que j'étais assez sympathique. J'étais un enfant gentil, d'après ce qui me revient J'ai eu beaucoup de femmes autour de moi. Donc une sœur qui est arrivée un peu après, fatalement une mère, deux grands-mères, un grand-père que je voyais pas, un grand-père qui est parti chez assez jeune, une tante que je voyais souvent, une marraine qui était une tante, donc vraiment beaucoup de femmes, et mon papa bien sûr au milieu de tout ça, donc quand même une présence masculine. Et donc elles étaient sans doute charmées par ce petit enfant blond, j'étais très blond à l'époque, assez sympathique, assez souriant. Mais pas spécialement celui qui est au milieu, qui monte sur la table, qui fait du bruit. Je pense que j'étais pas encore le comique de service, ou en tout cas, j'avais pas vocation spécialement à l'être. Mais j'observais quand même déjà bien les autres. Donc peut-être j'arrivais déjà un petit peu à observer leur spécificité, les choses qui pouvaient être amusantes chez les autres. Et cette observation, Balzac l'a utilisé pour écrire des grands romans. Moi, je l'ai utilisé plutôt pour écrire des blagues. Tu avais déjà des petites étincelles ? Qu'est-ce que tu avais comme passion, etc. Qu'est-ce qui te faisait vibrer ? Alors, étincelle, c'est le bon mot. Les paillettes, j'étais très émission de télé de variété. Moi, quand j'étais petit, c'était Champs-Élysées. Donc, les vedettes qui arrivaient en limousine sur le ta-ra-ta-ta-ta-ta-ra-ta-ta. Moi, ça me faisait rêver. Je regardais beaucoup la télévision française. Mon père écoutait RTL France dans la radio de la voiture, donc j'écoutais les grosses têtes version française. J'étais très tourné, mes étincelles étaient en France, sur une culture, je dirais que n'était pas de ma génération. J'aimais bien la chance aux chansons, par exemple, ce qui est pour un enfant de mon âge. Mes amis, ils aimaient plutôt Kurt Cobain et Nirvana, et moi, j'aimais plutôt Daniel Guichard et Hervé Villard. Avec mes grands-mères aussi, on regardait Patrick Sabatier, qui recherchait la famille de tout le monde. Donc j'ai ces souvenirs de Francis Lalanne sur son plateau, de Patrick Bruel, qui crée la chanson Place des Grands Hommes pour cette émission-là à l'époque. Donc voilà, tous ces trucs-là de variété française, d'acteurs, d'actrices, ça m'a mis des étincelles dans les yeux. Quand ils venaient à Bruxelles, essentiellement pour le théâtre d'ailleurs, j'allais voir beaucoup de pièces de théâtre, j'allais voir pas mal de comiques, sans trop savoir que j'allais un jour les connaître et que ça allait être des collègues. Mais c'était sympa, oui. J'étais voir Bigard au Cirque Royal dans sa grande période. Elie Kakou à l'époque, j'aimais beaucoup. Malheureusement, j'ai jamais pu le rencontrer. Danny Boone, son premier spectacle, était un carton, je vais bien, tout va bien. J'étais un des gamins qui admirait son travail. Tout ça a dû incuber un moment pour faire l'artiste que je suis aujourd'hui. Et en primaire, tu es comment ? Tu es sage à l'école ? Tu es comment ? Même avec les filles, tu es comment ? Très mauvais avec les filles jusque très tard.
C'est-à-dire que MeToo, pour moi, n'a jamais été un souci, puisque je n'osais pas trop déjà leur parler, donc les importuner, ça me semblait déjà bizarre, et leur mettre la main aux fesses me semblait là tout à fait incongru et inenvisageable. Coup de bol, hein, genre c'est mon éducation sans doute d'avoir eu beaucoup de femmes autour de moi, donc ça me semblait, je sais pas, inaccessible, je sais pas. Et effectivement, j'étais pas du tout un grand séducteur. Et je crois que ce métier, je l'ai fait aussi pour avoir l'occasion de séduire sans devoir m'imposer. C'est-à-dire que bah, quand on est sur scène, ça rend un peu beau, mais ça rend... C'est-à-dire que pendant 1 heure, je peux séduire l'assemblée. Et donc moi, j'ai fait le premier pas. Et du coup, le deuxième pas revient plus facilement aujourd'hui. Il y a aussi le fait que je suis plus heureux d'être moi-même aujourd'hui, plus je me reconnais moi-même plus facilement. Donc peut-être je suis plus aimable dans le sens pouvoir être aimé pour les autres. Donc voilà, mais à l'époque quand j'étais petit, non, pas très très mauvais. Je regardais les filles avec l'envie sans doute, mais j'étais pas très doué. Et j'étais bon élève en revanche jusqu'à la sixième primaire. Ouais. J'ai été 3 ans en néerlandais, d'où encore un attachement particulier déjà pour la Belgique, mais vraiment pour la Flandre. Et puis je suis arrivé en français en quatrième primaire au lycée d'Hbeek à Bruxelles. D'où un problème d'orthographe, parce que en flamand, on écrit tout ce qu'on entend. Si on fait ça en français, c'est la porte ouverte à beaucoup de fautes. Donc je suis toujours pas très doué en orthographe à cause, je pense, de ça, mais plutôt pas mauvais en langue, du coup, parce que voilà, avantages et inconvénients. Et de Dashbeck, tu vas aller où en secondaire? D'Hbeek toujours. On change de bâtiment, mais on reste là. Et j'y ai fait mes 6 années, où j'ai rencontré des amis qui sont toujours des amis, avec qui on a fait l'université après. Ça s'est plutôt bien passé, mais j'étais plus le bon élève que j'étais en primaire. J'ai dû avoir 70% pendant les 3 premières années, et puis plutôt 60 pendant les 3 dernières. Je découvre certains professeurs qui m'ont été très importants, notamment comme les classes étaient mélangées, je vais le simplifier, mais on était avec les latins maths, et moi j'étais en scientificat, donc j'avais pas de latin. Donc ces 5 heures de latin qu'eux avaient étaient redispatchées dans des heures de cours qui servaient pas à grand chose, donc les profs remplissaient comme ils pouvaient, notamment la prof de français, qui était assez sévère, mais on l'appréciait bien, qui nous lisait à la classe de scientificat Musset. Elle dit voilà, on a 1 heure supplémentaire, comme on parle de Musset, je vais vous lire. Et elle nous a lu Les Caprices de Marianne, Fantasio, je crois. Euh, et j'ai trouvé ça super, j'ai trouvé ça passionnant. Et sans doute, cette professeure que j'ai plus revue après, et que j'ai pas pu remercier, comme plein d'autres d'ailleurs, mais enfin, elle, c'est un exemple concret. C'était une chouette école, et si tant est que c'est pas des étincelles là qu'on m'a mis dans les yeux, c'est plutôt des graines qu'on a plantées et qui ont poussé après. Et donc je remercie toujours les professeurs pour leur engagement, parce qu'ils se rendent pas compte. Nous, on a les applaudissements à la fin du spectacle, on a travaillé 1 heure, on est applaudi. Eux, on devrait les applaudir 10 ans après pour ce qu'ils nous ont donné à l'époque. Et pourquoi ne pas avoir fait directement après le conservatoire d'art dramatique ou autre? J'ai pas de famille dans le spectacle, dans le théâtre, dans le cinéma, dans la chanson. Bon, ça, c'est pas mon délire, mais enfin, j'avais pas d'exemple. Donc pour moi, ça me semblait pas être un métier. Ça me semblait être, quand je vois Roméo et Angèle, bon, bah, ils ont grandi à côté de parents dont c'était le métier, dont ils ont vu comment c'était compliqué. Donc quand ils y vont, ils savent où ils vont. Moi, j'allais vraiment dans l'inconnu, si tant est que je puisse y aller. Donc je m'étais même dit, c'est pas pour toi. Et j'ai suivi mes amis qui allaient à l'université en me disant, on va faire des études. Et puis, quand on a 18 ans en tant que garçon, on est quand même toujours un grand enfant, donc on n'est pas livré tellement à soi-même. Mais je commençais à écrire des petites choses sur des cahiers, dans mon ordinateur. Et puis à un moment, je me suis dit, bon, mais en fait, tout ce que j'ai fait, je l'ai réussi, même si c'était compliqué, même si j'ai pas spécialement aimé, notamment Solvay, études d'économie. Je ne peux pas dire que ça m'est passionné, mais je l'ai réussi et c'était pas évident. Il y a des gens qui étaient sans doute plus passionnés qui n'ont pas réussi. Donc je me dis, peut-être, t'as peut-être un cerveau qui peut te permettre, ou un cerveau, ou en tout cas une conscience, ou du travail, je pense que c'est quand même, ça quand même toujours la plus grande valeur, qui te permettrait de réussir d'autres choses, donc peut-être même des choses que tu aimes. Elle là me fait aller vers le journalisme, que j'ai aimé d'ailleurs, je trouve ça un beau métier.
Et puis je me dis, bon, allez, je suis encore jeune, allons au cours Florent, on verra bien. Et les 2-3 premières années, vraiment, je pense, je découvre, j'apprends, je suis vraiment pas du tout au-dessus du lot dans la classe. Et en troisième année, il y a cours de one-man show pour ceux qui veulent. Je rencontre Stéphanie Bataille, qui est professeure, qui deviendra ma metteur en scène. Et, euh, et là, je me dis, en fait, à ça, je suis plutôt bon. Et après, le travail, la chance, la vie, la carrière, rencontrer Valérie Cornelis, qui est mon attaché de presse belge, quand je commence, parce que voilà, aujourd'hui, tu es très connu des artistes français, mais à l'époque, tu démarrais toi aussi. Et donc, bon, il y a toute une génération qui se crée. Le Kings of Comedy Club démarre, on tâtonne tous, et puis à un moment, on éclot tous un peu en même temps. Alors, il y a des choses que les gens ne savent pas. Il paraît que tu Que étais tu ne vas pas dire, si. chasseur d'autographes. C'est vrai, je le dis de temps en temps. Et donc ça, c'est vraiment un truc d'étincelle. C'est-à-dire que j'aimais bien la célébrité. Et je n'ai pas encore résolu complètement cette énigme freudienne de pourquoi j'aimais bien la célébrité. Parce qu'aujourd'hui, je les rencontre. Alors je suis toujours assez fasciné par les gens qui réussissent et qu'on reconnaît dans la rue. Mais je suis devenu quelque part un tout petit peu, moi aussi, ça. Donc je vois que ça n'a rien d'extraordinaire, mais j'aimais ça et ça m'a sans doute cultivé aussi, ça c'est la bonne facette. Donc quand j'allais au spectacle voir un artiste, je me renseignais sur ses films, et je me renseignais sur des trucs. J'ai même des autographes de politiciens, donc j'étais quand même un des rares de ma génération à pouvoir citer le gouvernement à l'époque, français, belge. Donc ça m'a permis de m'intéresser à plein de choses. Je connaissais les grands réalisateurs de cinéma italiens parce qu'ils venaient à Bruxelles au festival. Je pense que j'étais un des rares jeunes à connaître Ettore Scola et Dino Risi. Et donc la curiosité m'a fait regarder quelques films de ces gens-là. Donc ça, c'était la bonne partie. Et la mauvaise partie, c'est que j'ai passé des heures devant des hôtels à attendre des gens, notamment Michel Thor, que je suis extrêmement content d'avoir rencontré. Que, après, j'en ai beaucoup parlé dans les émissions, c'est pour ça que je dis ça, que c'est mon idole. Et donc, je l'ai rencontré. Et j'ai le 06 de Michel Thor, mais je ne le donnerai pas. Quand tu as rencontré toutes ces personnes Ouais. en vrai, regarde Michel Drucker, qui Michel finalement, Drucker. ça t'a fait quoi? Alors, j'utilisais toujours cette excuse. D'ailleurs, on est dans un appartement où j'ai vécu avec mon amoureuse de l'époque quand j'ai commencé à être connu. Et elle me disait ah, on a un couple d'amis qui nous invite dans 3 semaines, ou on a le mariage de machin au mois de septembre. Et je me mettais dans mon agenda et je lui disais toujours je le note, mais je peux pas être sûr. Si Drucker m'appelle, je serai peut-être pas là. Et donc, tout le monde riait de cette phrase bon, Alex viendra probablement, sauf si Michel Drucker l'appelle. Bon, on n'est pas trop inquiet. Et sauf qu'un jour, cette excuse s'est avérée vraie. Michel Drucker m'a vraiment appelé. Et donc, de temps en temps, s'affiche sur mon téléphone Michel Drucker pour que je vienne chroniquer occasionnellement à l'émission. Donc, c'est un peu rigolo. C'est plutôt un plaisir de se dire que je suis fier de ça. Je continue à travailler pour que ça ne s'arrête pas parce que c'est pas un aboutissement en soi. L'important, c'est qu'on fasse une carrière, moi, qui me passionne et dont je serai encore fier dans quelques années. Mais par exemple, Hippolyte Girardot, l'acteur avec qui aujourd'hui, qui est chroniqueur dans mon émission avec Charline, je lui ai retrouvé un autographe de lui à la sortie d'un théâtre parisien. Michel Boujna, pareil, qui m'a engagé au Festival de Ramatuelle, dont il est le directeur. Et je lui ai dit, regarde Michel, c'est un autographe que tu m'as fait. Et même des Belges, Hervé Meillon, dont j'étais allé voir Il y en aura pour tout le monde quand il enregistrait, je devais avoir 12-13 ans. J'ai fait 1 heure d'interview avec lui et j'ai retrouvé l'autographe d'Hervé Meillon. Je crois qu'on était en 94-95. Donc c'est un peu mignon. Je regarde ça avec beaucoup de tendresse. Quelles sont les valeurs que tes parents t'ont inculquées, dont tu es le plus fier? Je crois vraiment le travail. Et c'est pour ça que. Alors ma mère est féministe par défaut. C'est-à-dire que ma mère a toujours bossé. C'est toujours quelque part elle qui tenait la culotte. Et elle refuse d'assumer d'être féministe. Je dis non, mais je n'ai jamais rien demandé à personne. Et en fait, j'ai dit, mais maman, parce que tu es, par ta façon de vivre, tu es indéniablement féministe. Alors elle dit, bon, bah voilà, c'est pas grave, c'est la Madame Jourdain du féminisme. Elle est féministe sans s'en rendre compte, sans le savoir. Donc oui, le travail, évidemment. Donc ça, c'est une valeur. Et ma mère, était très loin de l'idée de ce métier,
a toujours vu que je travaillais et donc elle s'est dit, bon, comme tous les métiers, s'il travaille, ça pourra aller pour lui. Mon père qui avait voulu faire ce métier, qui l'a fait un peu d'ailleurs, qui a été chanteur, a sorti quelques 45 tours, euh, lui était beaucoup plus, comment dire, en raccord avec mes envies, mes ambitions. Donc de lui, j'ai plutôt tiré le rêve de ça, le rêve des étincelles justement. J'étais évidemment, on était très content d'avoir notre nom sur l'Olympia quand il est venu me voir et donc on a fait une petite photo de Vizorek devant l'Olympia et c'est un super souvenir. Donc le rêve d'un côté, le travail de l'autre et je pense que bon, il faut les deux, ouais, il faut les deux. Mais tu as une famille qui a beaucoup travaillé. Tout à l'heure, je parlais de tes chaussures qui sont toujours jolies Tout à parce fait. qu'effectivement, ils avaient une marque belge C'est qui mon était très connue. grand-père qui a créé la marque Lautrec, qui Mhm. va parler aux Qui jeunes me parle beaucoup parce que j'en avais. quarantenaires, voilà. Donc voilà, c'est ta génération faisait des économies pour aller s'offrir des Lautrec, dont elle pouvait choisir les couleurs normalement parce que c'était la spécificité, c'était le sur-mesure avant l'heure, c'est-à-dire que c'était pas vraiment sur mesure, mais vous pouviez choisir la couleur parce que les usines étaient en Belgique. J'ai moi grandi jusqu'à mes 7-8 ans. Il y a une usine à Buzzingen et il y avait des gens qui coupaient à la main le cuir et des piqueuses qui montaient les chaussures. Après, j'espère qu'elles tenaient bien, ça c'est à toi de me dire, parce que comme c'était que des chaussures pour filles, je n'en ai pas profité moi-même. Donc j'ai vu ça. Donc oui, mon grand-père qui était parti de vraiment de zéro, qui a créé ce truc-là, que ma mère a repris, mais qui a dû un petit peu réorganiser parce que bah, la fabrication en elle-même n'a plus existé en Belgique. C'est l'Italie, puis de facto un peu la Chine. Et après, bon, pour ma mère, c'était plus la même façon de travailler, c'était plus la même histoire de la chaussure. Et donc elle a pris sa retraite. Et donc du coup, et mon père, lui, a encore 2 magasins de chaussures. Je fais un peu de promo. Un à Waterloo, un à Nivelles. Free chaussures, n'hésitez pas à y aller. Ah, c'est lui qui il les fait pas faire. Hein. Enfin, il les achète et il les Il est choisit très connu en bien. plus parce que j'ai souvent des gens qui me disent je connais le papa Et il est très Vizorek. connu, mon père, très bien. Mon père, il dit très facilement que c'est mon père, et donc il paraît qu'il dit plus de bien de moi quand je suis pas là, donc je suis ravi. Mais quand tu allais dans l'atelier, tu voyais où tu allais tester aussi? Est-ce que tu as travaillé de tes mains? Oui, j'ai fait ça un été. Quand mon premier travail de job étudiant, c'était j'ai peint des talons, j'ai coupé des tiges, ce qui est le truc qu'on met en dessous des chaussures. Enfin, à l'époque, je savais. Et c'était donc en Flandre, c'était à Beuzingen. Et il y avait eu débat au sein des ouvriers de l'usine, je sais pas, ils étaient une quinzaine, sur quelle radio on écoutait. Et il avait été convenu que c'était Radio Donna. Donc je passais un mois d'été complet à entendre des chansons flamandes et à couper des tiges et à peindre des talons. Une certaine idée de l'enfer, mais c'était hyper intéressant et ma mère trouvait, de par cette justement éducation, qu'il fallait savoir tout faire. Je pense qu'à ce moment-là, quand j'avais 13-14 ans, elle s'est dit peut-être il reprendra. Donc il faut qu'il connaisse tous les échelons, il faut qu'il ait travaillé à la plus petite main pour peut-être un jour. Donc voilà, je me suis arrêté à la plus petite main. Mais oui, j'ai fait job d'été dans la chaussure. Alors moi, je te vois comme une personne avec une humeur comme ça assez égale. En tout cas, je te trouve toujours très... tu es une personne très gentille. J'aime bien ce compliment. Tu aimes beaucoup faire plaisir aussi aux gens. Oui, quand je suis en mode on, il y a des moments où je suis en mode off, mais à ce moment-là, je suis seul. Je trouve que la mauvaise humeur, le chagrin, l'angoisse, ce sont des sports individuels. C'est quelque chose que. Et je vais pas appeler ça politesse du désespoir parce que je ne pense pas désespérer, mais je trouve qu'il y a une politesse sociale qui fait que je n'ai pas envie de me présenter comme quelqu'un qui va pas bien. Ça, peut-être, je tiens aussi de mes parents qui ont pas ça. C'est plutôt des gens joyeux et heureux en société. Mais du coup, voilà, tu es quelqu'un, tu as eu des coups de blues aussi dans ta vie. Bien sûr, bien sûr. Et ce spectacle-là sur la mort, c'est un petit peu ça que je veux dire. C'est pas parce qu'on a l'air très heureux, qu'on a l'air très sûr de soi, que on n'est pas angoissé par quelque chose, par excellence la mort. Mais quand même, ma façon de l'appréhender, c'est de rigoler avec elle, c'est de m'en moquer, c'est de m'en amuser. Et de toute façon, elle arrivera. Donc, euh, donc voilà. Et les angoisses, c'est un peu pareil. J'essaye d'être fataliste. J'ai beaucoup de chance et il faut toujours remettre ça quand même au centre du jeu. Et il y a des jours où je ne vais pas bien, comme d'autres gens, et j'essaye du coup de regarder le verre à moitié
plein, et surtout d'essayer de le remplir, comme ça on n'a plus de doute s'il est à moitié vide. Tu fais quoi si tu te sens pas bien, par exemple? Tu vas courir, t'as quelque chose, t'as des Bah, activités, t'as... du coup, c'est un peu une erreur, mais souvent, si je me sens pas bien, c'est parce que j'ai l'impression que je suis pas prêt ou donc je travaille. Et quand j'ai travaillé et que j'ai bien avancé, je me dis, bon, bah maintenant tu peux aller mieux parce que tu as fait ce que tu aurais dû faire. Ça, c'est pour tout ce qui est boulot. Après, pour tout ce qui est plus personnel, je suis souvent dans le déni. Quand je fais pas bien, je dis non, mais en fait, je fais bien, même à moi-même. Mais oui, j'ai fait la course à pied, je l'ai fait un petit peu occasionnellement. Quand j'étais gamin, je me suis rasé la tête. Quand j'allais pas bien, j'ai enlevé tous mes cheveux, j'ai dit nouveau départ. Bon, là, je pense que j'ai trop de cheveux maintenant. Si je fais ça, les gens vont même plus me reconnaître, donc je recommence ma carrière à zéro. Euh, J'aime bien cuisiner et peindre, qui sont des activités euh, où on n'a pas besoin de cerveau. Donc, quand on est concentré pour couper une carotte, il n'y a rien d'autre. On coupe sa carotte. Donc, je trouve que ce sont des activités qui vident un peu. Et en plus, derrière, on mange, donc ça, c'est bien. Donc, ça, j'essaye de faire pour un petit peu changer d'état d'esprit quand ça va pas. Et t'es une personne confidente, t'avais l'air très proche de ta grand-mère que j'avais rencontrée il y a quelques années. Toujours, toujours. Je Ouais, peux pas dire confidente. Ma grand-mère est un un pilier. exemple de vie. C'est-à-dire que elle est fille, enfin, c'est donc mon côté borinage, tout ça. Et c'est quelqu'un qui a travaillé, qui a fait des ménages jusqu'à l'âge où elle a pu en faire, pour qui un franc est un franc, qui est toujours de bonne humeur, qui est toujours fier, qui n'a rien à fiche de ce que je peux faire ou quoi. Si elle me regarde chez Drucker ou si je suis dans son salon, c'est la même chose. Donc j'aime beaucoup ça, c'est vraiment un truc de racine. Mais en matière de confidence, mes parents sont ceux sans doute qui savent le plus de choses sur moi, mais même ça, personne sait tout. Et ça vraiment, et je trouve que c'est pas nécessaire. Et même, je pourrais pas vous dire, j'ai un ami à qui je dis tout. Très souvent, la personne qui sait le plus, c'est ma compagne, parce que je suis assez bavard et donc je raconte mes choses, mes angoisses, mes questionnements. Mais malgré ça, il y a quand même pas mal de choses que seul moi, je sais et dont je n'ai pas envie de m'entretenir, ni même à une thérapeute ou à un thérapeute. Voilà, on vit avec, on les balade et c'est pas grave. Et puis pas souvent, c'est inspirant pour notre travail. Et alors, tu en parles dans ton spectacle, tu n'as pas d'odorat. Je n'ai pas d'odorat. Ça, on le savait. Bon, moi, je le savais, Je suis mais anosmique. anosmique, tu es né comme ça? Je suis né. Alors, certains disent que sans doute, peut-être, je suis tombé sur ma tête à un moment. Mais mes parents nient totalement cette possibilité. Donc, moi, je n'ai jamais eu la notion d'une odeur. Donc, sans doute, je suis tout à fait né comme ça. Alors, petit, on se pose des questions, on en parle. C'est très compliqué à déceler. Parce que quand tu es aveugle, bah, très vite, tu tapes sur le mur. Donc, les gens ils disent, tiens, ils voient pas bien. L'odorat, c'est très compliqué. Et donc, je crois, alors, je sais pas si j'ai pas un souvenir exact, mais c'est une histoire qu'on raconte, donc elle doit être vraie. C'est que un jour, on habitait dans un appartement et je demande à ma mère ce qu'on mange, je dois avoir 7-8 ans, donc c'est tard. Hein. Et elle me dit, mais quand même, tu sens que dans toute la maison, ça sent le poulet. Et j'ai dit, bah non. Et elle dit, c'est problématique parce qu'il y avait un poulet dans le four et il paraît que ça sent très fort un poulet. Donc, nous avons à ce moment-là commencé à essayer de voir si c'était possible et d'où ça venait. Et nous sommes allés chez l'ORL qui a dit, ben, ça existe madame, il y a des gens qui n'ont pas d'odorat. Et dans ma famille, ma cousine, dont les deux parents travaillaient dans la parfumerie, donc elle, je crois qu'elle a nié jusqu'à ses 17-18 ans ne pas sentir pour pas déprimer ses parents. Et à un moment, on a dû se dire que sans doute, bah, c'était quelque part dans les gènes, parce que c'est ma petite cousine, enfin, nos parents sont cousins, donc ça doit remonter quelque part par là, il doit y avoir l'anosmie dans les gènes, quelque part. Ça t'a posé un problème à un moment ou à un Alors, autre? comme je n'en ai jamais eu, non. Et c'est très amusant aujourd'hui, c'est devenu un peu la mode avec le Covid, et je vois à quel point c'est une souffrance pour les gens qui l'ont eu. Ils ont l'impression qu'il leur manque un truc dans leur équilibre. Moi, quand je me balade quelque part, je ne demande jamais l'odeur du lieu, ni dans le métro, ni dans un champ de lavande. Mais pour vous qui l'avez,
ça m'a l'air d'être quelque chose de très très fort. Et donc je vois à quel point c'est peut-être mieux de l'avoir jamais eu que de l'avoir perdu. Et du coup, tu peux imaginer aussi plein de choses. C'est très compliqué parce que je ne me rends pas compte de quelle partie du cerveau ça peut bien toucher et quel ressenti. Est-ce que ça en devient épidermique pour vous? Est-ce que autant le goût, je sais que ça me fait quelque chose dans la bouche et dans le plaisir et dans l'envie de rattaquer un autre morceau parce que j'ai aimé le précédent. Autant l'odeur, je ne sais pas où sont vos synapses de plaisir que je ne connais pas. Alors ici, on va terminer. Tu es en spectacle pour ce magnifique et nouveau spectacle. Je dis magnifique parce que bon, t'attendais un peu au tournant, entre Parce que tu guillemets, es mon même attaché de si... presse et que tu es obligé de dire magnifique. Non, mais non, je suis pas obligée du tout, et surtout pas. Non, j'arrive. Mais je suis très content que ça t'ait plu d'ailleurs, parce que évidemment c'est toujours plus compliqué. On commence à déceler avec l'expérience dans le regard et l'œil des gens s'ils aiment beaucoup ou s'ils aiment un peu. Et j'étais très content que ça plaise déjà à toi bien sûr, parce que tu dois le vendre un peu avec moi. Au producteur belge qui avait l'air enthousiaste, notre ami Christophe Daronco qui s'occupe de mes tournées. Donc c'est super que tout le monde adhère au produit. Ben, ça faisait peur, disons, que pendant 10 ans, même si on te connaît, que tu es un garçon qui travaille beaucoup, etc. Mais ça doit être hyper angoissant de se dire, pendant 10 ans, j'ai joué le même, maintenant je change de spectacle. Être à la hauteur à nouveau. Vertige, et surtout partir de ce paradigme un peu étrange, c'est que les gens qui ont aimé le premier voudraient retrouver ce qu'ils ont aimé dans le premier, mais voudraient aussi être surpris totalement par le deuxième. Donc j'ai essayé de partir de ces deux informations-là. Donc il y a évidemment des choses qui ressemblent un tout petit peu à ce que j'espère on aurait pu aimer dans le premier. Et quand même, de par la thématique qui n'est pas du tout la même, et de par mon expérience qui n'est pas la même, et de par ma façon sans doute de réfléchir au sujet qui n'est pas la même, un spectacle qui est tout autre chose. Mais pour moi, tu te dévoiles plus. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Je ne voyais pas l'intérêt à l'époque de parler de moi dans la mesure où je n'existais pas, je n'étais personne, et donc je préférais parler de choses qui étaient... voilà, je parlais d'art, donc je parlais de grandes choses, ce qui pour moi était important. Aujourd'hui, j'existe un petit peu plus, les gens viennent un tout petit peu plus parce qu'ils me connaissent, parce qu'ils m'aiment un peu bien, donc je peux leur donner un tout petit peu. Mais c'est quand même pas énorme la façon de se livrer, c'est parce que toi tu me connais bien et tu lis peut-être plus entre les lignes, mais c'est quand même pas énorme, je me livre un tout petit peu quand même. Oui. Mais si vous ne me connaissez pas du tout, il y a quand même beaucoup de choses à voir qui n'ont rien à voir avec moi. Il y a ça, et puis on s'instruit énormément, et ça, c'est le bonheur. C'est mon envie, mon projet depuis que j'ai vu Fabrice Lucchini pendant que j'écrivais le premier et qui m'a complètement convaincu qu'on pouvait cultiver un public tout en le divertissant. Donc ça, je trouve ça génial. Et ces questions sur la mort qu'on n'a pas toujours envie de se poser et qu'au fond sont très amusantes. Quelle est l'épitaphe qu'on va mettre sur sa tombe? C'est idiot, on n'a pas envie d'y penser parce qu'on se dit mais non, mais je serai mort. Mais en fait, c'est très marrant. Et j'espère que les gens repartent avec cette idée de se dire on va réfléchir avec un peu d'amusement à ça, qu'on souhaite tous le plus tard possible pour tout le monde, même les gens qu'on n'aime pas. Quelle est l'épitaphe pour terminer? J'ai pas réfléchi en vrai. J'en ai tellement vu, mais j'ai pas réfléchi. Mais je voudrais que ce soit quelque chose de drôle. Il y a une des épitaphes que je présente où il y a écrit passez quand vous voulez, moi je ne bouge pas. Je trouve que c'est marrant parce que c'est spontanément drôle. On passe et on rit. Donc j'aimerais bien peut-être trouver un truc un peu où on rit. Mais pourquoi pas épitaphe, Madame Cornelis? Parce que dans le spectacle, je dis moi je pense que je vais préférer être incinéré. Donc pas d'épitaphe du coup pour les incinérer, c'est pour les enterrer. Mais que faire de mes cendres? Là vraiment, amusez-vous, dispersez-les Et on fera des dans un petites club étincelles. échangiste des faisant des étincelles. Peut-être pas le club échangiste, je n'y tiens pas, mais en tout cas, reste le plus longtemps toi-même et à côté de nous. Mais c'est grâce à toi. Et... Si je fais le con et si je prends la grosse tête, tu vas mettre des petites claques dans la nuque et tu auras bien raison. Plein. Je te souhaite le meilleur. Merci Alex.